Bonsoir, messieurs, dames. Je suis content de vous accueillir. Vincent Legagné, donc je suis enseignant à l'école d'architecture de Nantes dans le domaine de la conception lumière. Et donc ce soir, nous allons accueillir Marc Dumas, qui est concepteur lumière, président de l'association des concepteurs lumière, l'ACE. Au préalable, je vais vous donner quelques éléments. Donc, cette conférence fait partie d'un cycle de 3 conférences qui sont labellisées Année internationale de la lumière. Vous savez que cette année 2015 a été décrétée par l'UNESCO et l'ONU comme une année particulière pour l'éducation, pour la culture, pour la nature et pour la physique de la lumière, notamment la photonique. Dans ce cadre-là, les organisateurs qui le souhaitaient pouvaient proposer un programme de conférence. Et l'Alliance de l'école d'architecture de Nantes, de Audencia et de l'école centrale ont décidé finalement de faire labelliser ce cycle pour, d'une part, en fait, donner la parole à des professionnels de renom et également pour avoir le plaisir, comme les caméras qui sont dans cette salle, ce soir vous pouvez vous poser la question pourquoi sont-elles là? Eh bien c'est Télé Nantes qui va filmer en fait la conférence et va faire un montage qui sera diffusé ensuite en streaming de cette conférence. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose ou... Non. Donc on est sur la 2e conférence qui traite du domaine du cinéma et de la lumière urbaine et qui va aborder en fait l'évolution de ces 2 domaines au regard de ton expérience, puisque Marc Dumas est un caméraman au départ qui était derrière la caméra, qui maîtrisait la lumière pour finalement le réalisateur, et puis tu es passé finalement dans la lumière à travers le métier de concepteur lumière en étant celui qui crée le cadre de l'éclairage de la ville. Voilà. Et puis donc depuis à peu près 1 an maintenant, ou 2 ans si je me trompe, tu es président donc, de l'association des concepteurs lumière, éclairagistes ACE. Voilà, 2 ans. Et il va vous faire un petit exposé préliminaire pour vous situer qu'est-ce que c'est que l'ACE. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de l'ACE dans la salle? Levez votre main, n'ayez pas peur. Hein. Personne. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ah, 2. Voilà. Donc Marc va nous faire une petite introduction sur l'association. Oui, très brève. Voilà. Oui. Je te laisse la parole. Oui, mais est-ce que le micro... Voilà. Est-ce que vous m'entendez là-haut? Tout en haut, là? Oui? Oui, bon. Donc l'ACE, oui, Association des concepteurs lumière et éclairagistes, ça fait 20 ans, on va fêter les 20 ans là, au mois d'octobre. Et c'est une profession qui n'est toujours pas, qui n'est toujours pas officiellement admise. Elle existe par toutes les réalisations et tous les travaux qui se font en maîtrise d'œuvre particulièrement. Et elle regroupe, c'est une association loi 1901, mais elle regroupe donc des concepteurs lumière, des enseignants, des jeunes concepteurs qui travaillent en agence, et puis on a des partenaires aussi qui sont des fabricants ou des installateurs qui nous soutiennent. Et voilà, donc on essaye de faire connaître ce métier, de défendre la qualité de la lumière, le projet lumière, c'est d'expliquer que la lumière ne se fait pas comme ça, qu'il y a besoin de concevoir et donc il y a besoin de réfléchir, des gens qui en font leur métier. Actuellement, il y a suffisamment de choses, de complexité, on va dire, de la chose, par les technologies et par la réflexion dans l'urbain, l'architectural, pour que ça justifie un métier à part entière. On est venu à Nantes faire nos rencontres. Tous les ans, on fait une rencontre, ça s'appelle les rencarts de l'acétylène, et on choisit une ville et on fait un thème. Donc l'an dernier, c'était lumière et perception, ça se passait à Nantes. Et on a, en fin de nos rencarts, on délivre des prix, parce qu'on a créé un prix qui récompense des réalisations. Il y a 3 prix, un prix de conception lumière, un prix du jeune concepteur pour mettre en avant les jeunes talents, et puis prix du jury. Voilà, en gros, et puis on a un site qui est assez frais, là, qui vient d'être fait, donc je vous incite à aller voir, et on essaye de le faire vivre. Voilà. Donc, évolution de la représentation à travers le cinéma et la lumière urbaine. Vincent m'avait connecté là-dessus. Au début, je dis oulala,
Vraiment, exercice, es-tu sûr que c'est vraiment, il faut se lancer là-dedans. Puis bon, au bout d'un moment, j'ai dit, ok, bon, il savait bien que, effectivement, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la prise de vue, comme caméraman, chef opérateur. Et puis, je suis embarqué depuis maintenant 19 ans dans la conception lumière. Donc, il y a des choses à dire, c'est vrai, il y a des regroupements, et c'est des deux univers qui sont assez, fondamentalement différents. Et donc, j'ai relevé le défi, et c'est vrai qu'il est périlleux, quoi. Donc, je vous mets en garde, c'est-à-dire ce n'est pas une thèse, ni disons un travail d'historien. Il y a beaucoup de, j'essaye pas trop de faire de rapprochements, ils sont très dangereux. Je suis là pour réagir déjà à mon expérience, à mettre en avant ce qui m'a moi semblé important, et je pense ce de quoi on est imprégné. On a, à un moment donné, au bout d'une pratique, on a des réactions un peu épidermiques qui collent à la peau, qui font que on voit les choses, on arrive à savoir ce qui est important. Donc, ça pose des questions, et donc je suis ravi d'être ici dans une école pour que, j'espère, ce débat ce soir amène à des réponses, parce que moi, bon, quelque part, il y a plein de manques, hein, c'est très très disparate, mais bon. Donc, le cinéma, effectivement, c'est la prise de vue avec le son. Au début, il y avait le muet, mais avec le son, effectivement, c'est un élément très important, on verra là pourquoi, et pour représenter. Effectivement, avec deux grandes tendances, du réalisme et l'imaginaire. La caméra capte le réel et on le transforme. Elle capte pas forcément le réel, on recrée le réel, mais on est par rapport à un point de vue, effectivement, de la caméra, mais aussi de la salle obscure, ce qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire que là, vous êtes en position rivetée dans votre siège, et on a fermé les rideaux, donc toute cette influence déjà autour du cadre de représentation, on voit que la lecture, c'est fondamental. Pour tout projet, moi, que je conçois, je réagis de la même façon, c'est-à-dire j'ai mon sujet, bon là c'est une image, il y a le premier pourtour, l'environnement immédiat, et puis il y a le deuxième pourtour, qui est voilà, il y a ce jeu de cercle, d'ovale, comme vous voulez. Mais c'est pareil quand vous êtes en voiture, vous avez une centralité, vous avez une zone première périphérique, une deuxième périphérie, et le regard fonctionne comme ça, et il est happé, plus ou moins. Je pense que pour le son, on participe un peu de cet ordre-là. Voilà, donc de la salle obscure à l'écran et au paysage urbain, parce qu'effectivement, maintenant, vous savez bien, les écrans, on les fout dehors, on les met dehors, mais de l'écran, c'est bien sûr nos portables. Donc la notion d'écran, c'est complètement éclaté. Je ne vais pas vous l'apprendre. Et moi, quand j'ai commencé dans le cinéma, ça n'existait pas. C'est-à-dire la vidéo n'existait pas, les écrans n'existaient pas. Donc c'était vraiment la boîte noire. C'est ça qui m'a séduit. La caméra obscura, cette boîte magique. Et on met de la pellicule dedans. Et puis après, on attend au développement. On va voir ce que ça donne après. Et donc au début, je chargeais la pellicule. Et puis je faisais même des rêves de pellicule voilée, ça m'arrivait, je voilais la pellicule, chose qui arrive, c'est terrible quoi, des fois, on ouvre le magasin fin de journée, 300 mètres qui sont là, on ferme vite. Et puis en projection, on voit des petites effluves rouges qui sont là pendant quelques mètres, il faut refaire la prise, ça coûte de temps, bon il y a les assurances pour ça, voilà, etc. Bon, ça m'est arrivé une fois, mais bon. C'est donc tout ce rapport à l'obscurité, à la lumière, qui commence par là, et ce travail d'assistant, pour moi, c'est la première approche de la lumière qui est conceptuelle et puis qui est tactile, parce qu'en fait, la pellicule, il faut la charger. Donc, on développe une sensibilité des doigts dans les magasins, bon, tout ça, c'est très, très manuel, etc. On s'occupe de mettre un cache par rapport à la caméra qui est là pour protéger l'objectif, donc il faut le mettre à la bonne place. On s'occupe qu'il n'y ait pas de rayures, parce qu'une rayure, tout d'un coup, en 35 mm, en 16 mm projeté, ça devient énorme, alors qu'en 35, elle est moins grande, parce que l'image est... il y a ce rapport de projection, d'agrandissement, etc. C'est infini, quoi. Tout cet entour du métier qui est très, je dirais, artisanal. Voilà, cet artisanat qui existe toujours malgré toutes les technologies numériques. Et la lumière urbaine, donnée à voir selon des usages, effectivement. On est dans une considération très
ouverte, c'est-à-dire que le point de vue de la caméra, autant on choisit le cadre, tout ce qui est en dehors du cadre, à la limite, bon, ça vous gêne, le hors-champ, enfin, mais il faut le maîtriser et il ne faut pas être gêné. Alors que la lumière urbaine, ben, le point de vue, il est souvent partout et nulle part. Et donc c'est à nous, concepteurs, à dire, on va choisir des points de vue privilégiés, travailler plus là-dessus, et puis un autre plus loin, et pour guider le regard, pour canaliser, ou alors on décide que c'est bon, c'est ouvert, et que donc il faut y penser en fonction. Mais les usages sont maintenant énormes. C'est-à-dire qu'au début, l'éclairage urbain s'est installé après-guerre avec l'électrification, on va dire. La France, après bon, dans les années 40, donc c'était d'abord d'électricité, et puis au bout on mettait une ampoule. Et puis il fallait que des véhicules qui roulent, il fallait donc réfléchir à un éclairage plus ou moins uniforme, à une certaine hauteur, de ne pas trop éblouir, etc. Donc c'est comme ça que s'est construit cet éclairage fonctionnel qui s'est étendu dans les villes jusqu'aux piétons. Et donc on considérait au bout d'un moment les piétons, une voiture, au bout d'un moment on privilégie la voiture, puis les piétons vaille que vaille, quoi. Et puis petit à petit, les usages se sont élargis. C'est-à-dire, bon, il y a effectivement des moments où il n'y a plus de voitures, on est dans une place piétonne, et puis il y a un monument qu'on aime voir, qu'il faut peut-être mettre en valeur, que le regard s'élargit, et puis ces sources, elles sont peut-être une qualité de lumière qui sont un peu tristes et pauvres, qu'il faut enrichir, et puis les hauteurs de feu, on va peut-être les baisser pour les mettre à une échelle humaine, et puis après, donc il y a toute cette construction qui s'est développée avec des gens qui ont créé ce métier, enfin de toutes pièces, mais au départ qui venaient d'horizons différents, des artistes, des techniciens, des commerciaux, etc., qui ont dévoué leur métier à concevoir des projets dans toutes ces configurations spatiales, d'usage et de temporalité. Maintenant, on en est là, c'est peut-être un des points les plus importants, c'est-à-dire qu'on allume à quelle heure, on baisse, on change, pour quelle temporalité. Donc réalité, usage, réalité sociale, culturelle, politique, environnementale. Voilà, donc je pense que ce n'est pas la peine pour vous, bon, c'est des choses, effectivement les enjeux sont politiques, vous voyez bien dans une ville l'impact que ça a au niveau politique au sens large de et l'environnemental, il est bien sûr évident, la pollution lumineuse, l'économie d'énergie, mais aussi le bien-être et que ça procure au niveau du lien social, qui fait partie d'un enjeu quand même important de l'environnemental. Donc, au niveau de la conception, que ce soit dans le cinéma ou dans la conception lumière, la source reste le fondement, c'est-à-dire pour moi un éclairage, c'est ni plus ni moins que l'expression d'une source. Et nous avons donc, depuis notre naissance, on dit voir le jour, c'est-à-dire qu'on a des référents qui sont, que vous connaissez, cosmiques, qui sont le Soleil, la Lune, et donc qui définissent cette centralité de la source, c'est-à-dire qu'elle est à un endroit dans l'espace, à un certain éloignement, à une certaine étendue, une certaine portée, et que c'est une énergie en même temps physique, mais bien sûr mentale. Et cette référence, que ce soit la Lune ou le Soleil ou le feu, les fondements, disons, de la lumière naturelle, restent ancrés dans notre psychisme, et ça reste notre référence pour toutes les sources artificielles qui vont arriver. Et donc c'est pour ça que quand je teste une lumière, moi j'ouvre la fenêtre souvent, j'ai cette référence de lumière du jour qui me permet de faire cette balance et d'avoir cette comparaison sensible qui est très bonne. L'œil a un très bon comparateur, dans l'absolu, il n'est pas forcément très bon, il peut se tromper, mais comparativement, il est très très fin. Alors la source de lumière, bon, effectivement, la lumière et les ombres, dans la représentation, je ne vais pas me détailler là-dessus, mais c'est juste pour, à l'époque pariétale, dire que la lumière, elle servait aussi à dessiner, c'est-à-dire qu'on sait que à la préhistoire, les artistes se servaient des formes du relief pour compléter des dessins, c'est-à-dire qu'ils finissaient une tête avec une ombre portée, par exemple. Donc la place de la source déjà était active. Donc c'est un élément graphique, un élément qui permet de dessiner, de sculpter, mais aussi de représenter. Et donc cette source, voilà, elle a été largement
évoquée, dessinée de la tour, dans ce que j'appelle la source masquée, c'est-à-dire qu'elle est présente, on ne la voit pas, mais c'est donc cette géométrie de la source qui rayonne et qui donne cette centralité et qui donne cette énergie. Et donc il y a tous ces gradients qui sont là, tous ces dégradés qui créent cette intensité. Et donc ce n'est pas une source anodine, elle se travaille déjà. Quand vous éclairez, vous posez une source près d'un support, près d'un mur, près d'une façade, qu'importe. C'est à quelques centimètres de distance, vous avez un impact plus ou moins fort. Et c'est ça que vous allez voir qui va donner cette intensité. C'est comme un son qui monte, il est plus ou moins doux, il est plus ou moins tranché. Donc c'est déjà ça qu'on travaille. Donc la source masquée, la source découverte, effectivement, et puis la source vue en transparence. Donc voilà, pour moi, la nuit, dehors, il y a le soleil qui est derrière, qui est masqué par la Terre, mais il est toujours là. Donc la source est toujours présente, en tant qu'énergie, en tant qu'énergie mentale. Donc au cinéma, effectivement, il y a plein de moyens de faire valoir cette énergie, on va dire, cette présence de cette source. Et là, en haut, on sent que la source, elle est intérieure, elle est avec le personnage, et dans l'image du bas, elle est à l'extérieur. Et donc, il y a déjà un jeu qui se passe, il y a un dialogue qui exprime, que la lumière est déjà acteur, elle exprime des choses. Vous connaissez vous avez le tableau de Vermeer, par exemple, la liseuse de la lettre de Vermeer, ce tableau devant la fenêtre. La lumière, on sent qu'elle transmet la pensée, quoi. Elle est communicatrice déjà de la pensée. C'est l'Internet précurseur de l'Internet. Voilà. Et donc cette source, elle est souvent utilisée au cinéma, effectivement, dans un effet plus ou moins marqué, mais là je lis ce que dit Renato Berta, chef opérateur, que j'ai connu, avec qui j'avais travaillé, et qui dit, oui, dans les extérieurs nuits, les éclairages sont faits de telle manière qu'on sent la masse des projecteurs très proche. C'est une image totalement reconstruite et factice. C'est du cinéma. Donc voilà, résolument, le cinéma, c'est on fait du faux, on fait du vrai avec du faux, on le sait, mais on rentre dans un jeu de convention, et c'est bien là de voir jusqu'où vont les limites de cette convention, parce que dans l'éclairage urbain, on est forcément dans d'autres conventions qui sont beaucoup plus... Bon, au cinéma, on peut se permettre énormément de choses, bien évidemment, parce que vous êtes assis tranquillement sur votre chaise, et c'est ça la différence. Donc là, une esthétique de la photo, c'est-à-dire de la photographie d'un film, effectivement, et on s'aperçoit que très vite, c'est l'expression d'un environnement technique, c'est-à-dire que moi, depuis les années 60, jusqu'à maintenant, il y a une énorme évolution d'une esthétique, mais en fait, c'est la technique qui a évolué, et les contraintes filmiques, c'est-à-dire les exigences de la pellicule étaient telles qu'effectivement qu'il fallait trouver des artifices pour suppléer, avoir une image qui dise quelque chose. Donc là, on voit, il y a une ombre portée, on sent un effet de lune, je ne sais pas si vous le voyez, l'ombre est discrète. Et puis il y a un lampadaire, mais le lampadaire, il n'éclaire pas vraiment la personne. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a cet éclairage latéral là qui éclaire la face. Bon, le projecteur, il est en dessous, ce n'est pas le lampadaire. Mais on demande aux spectateurs de faire comme si la lumière, elle contourne le chapeau et elle vient éclairer le visage. Et donc, c'est ces conventions, parce que les pellicules étaient peu sensibles et contrastées. Voilà, ça c'est la grande différence actuellement. On a des pellicules extrêmement sensibles et que le contraste, on peut accepter des écarts de luminosité énormes. Donc, c'est forcément les pellicules étant ce qu'elles sont, plus ou moins sensibles. Les appareils projecteurs, c'était des halogènes avec, par rapport aux puissances, au rendement lumineux qu'on a maintenant, il n'y a rien à voir. Donc, c'est très vite un environnement épais, touffu, dense, de projecteurs, de tout, mais après tout l'environnement, l'appareillage qui va autour pour travailler, sculpter cette lumière au bon endroit, etc. Et donc à chaque plan, on bouge tout ça.
mais on a aussi une caméra qui a son poids, qui est lourde, donc qui donne cette inertie de la fabrication. Et donc, c'est des équipes qui sont très complètes, enfin très nombreuses, et chacun a une tâche assignée pour être dans une fabrication rapide. Donc, le cinéma, effectivement, c'est une industrie et un artisanat. Et donc, on voit l'illustration, encore une fois, de la source de la lumière qui est là. Donc, déjà, l'effet d'image. C'est pas, c'est une image effectivement projetée, mais donc tous ces effets théâtrales entre guillemets, ces jeux de contraste et des jeux de nuances, ce travail très très fin avec des appareils avec des verreries qui diffusent la lumière, qui focalisent, mais encore une fois, ce sont des outils à mesure, qui sont placés au bon endroit, à la bonne distance, qui sont complètement en dehors de ce qu'on peut trouver dans l'éclairage urbain, où là on a une contrainte qui est absolument autre. Donc là, on est dans les années effectivement 2010 déjà, les pellicules sont plus sensibles, on a un projecteur iodure à chémie qui est... Je ne sais pas ce que vous voyez, je suis un peu inquiet parce que j'ai l'impression qu'on ne voit rien. Pardon, c'est dommage. Hein, vous voyez quelque chose? Donc, effectivement, là, on commence à pouvoir utiliser des grandes surfaces, travailler la nuit, des effets de nuit avec des projecteurs puissants, mais une pellicule qui accompagne, qui permet d'avoir des effets, un certain réalisme, entre guillemets, mais en même temps, là, on a un effet de lume, effectivement, qui est tout à fait probable. Et puis la source, effectivement, là, après, on entre dans un registre d'une sensibilité accrue, de finesse, voilà, la cigarette qui permet de... Comment, elle est là, et elle s'allume, elle a... Bon, vous le voyez à peine, mais je vous demande de me croire, effectivement, c'est la source est suffisante, alors qu'avant, quelques années auparavant, c'était complètement impensable d'envisager ça. Donc on a un registre très très étendu de créatifs avec cette tentation d'une recherche de réalisme, en même temps on s'en échappe, c'est-à-dire qu'on continue à sculpter la lumière, à faire des effets d'ombre de lumière et d'indexer avec la lumière ce qu'on veut montrer, de sculpter l'image, etc. Mais la source de lumière, effectivement, sa présence physique, elle est toujours imposante. C'est-à-dire qu'on utilise des grands réflecteurs. Si vous voyez des publicités de voitures, par exemple, sachez qu'autour, vous avez une habitation de vélum translucide. Pour créer un reflet énorme sur la voiture, et ce que vous achetez, ce n'est pas la voiture, c'est les reflets, en fait. Donc, c'est la lumière. Donc, ça pose bien le débat de la matérialité et de l'immatérialité de la lumière. C'est ce qu'on voit, c'est à un moment donné, quand c'est spéculaire, c'est un miroir. Donc, ce n'est plus la matière, c'est la lumière. Donc, on est toujours entre les deux, entre le côté absorbant, le côté réfléchissant. Et on a besoin de tous ces attirails qui sont toujours présents. Voilà un studio, donc un ciel lumineux, suspendu. C'est pas tant la puissance, là, c'est l'étendue qui joue. Et c'est ça qu'on travaille. Donc c'est cette surface, ces rapports de surface de lumière qui vont travailler avec la matière et avec les volumes. Donc, cinéma, une évolution dans la façon d'éclairer, qui est donc selon la sensibilité accrue des supports, effectivement. C'est ça qui a été décisif, qui a beaucoup changé. Et puis, bien sûr, après, les signaux vidéo, l'électronique qui peut gérer ce que je vous dis, ces contrastes, c'est ça qui a fait considérablement avancer les façons d'éclairer, en plus de la caméra elle-même qu'on va voir là, qu'on va découvrir plus tard par rapport au point de vue. Mais au niveau de la source de lumière, effectivement, l'avancée est là. Dans la lumière architecturale et urbaine, donc la problématique, elle est effectivement qu'on a
la source de lumière, en général, le luminaire, le projecteur, quelque part, physiquement, il est là. Alors, on le masque ou pas, mais enfin, la source est visible, son éclat est là. On a des systèmes de hauteur de feu, d'implantation, qui sont à certaines hauteurs, mais on est donc confronté déjà, on est à l'extérieur, on est même en intérieur, mais on est confronté à ces échelles effectivement cosmiques, c'est-à-dire qu'on est confronté au ciel étoilé, on est confronté à une hauteur urbaine, architecturale, une échelle humaine, jusqu'à une échelle domestique. Donc on décline toutes ces choses-là. Alors ça, c'est un projet, une réalisation scénographique pérenne que j'avais fait avec Sylvie Sig, une des premières choses que j'avais faites en 98. Et donc j'avais branché Sylvie qui venait de l'architecture. Et donc le rapport était assez intéressant parce qu'elle n'avait pas du tout de pratique, on va dire, de lumière. Elle avait donc un peu théorisé. Et moi, je venais du cinéma et on avait ce site qui est à Port-Royal-des-Champs, une grange, la grange des Port-Royal-des-Champs, qui est un site Port-Royal-des-Champs, donc c'est une abbaye où comment il s'appelle, Pascal, le philosophe, avait séjourné et avait été allé donc forcément dans ces granges. Et on était donc parti dans une restitution d'un effet de flamme à l'époque de Pascal, et de restituer la flamme, la bougie, enfin plutôt le flambeau. Et donc je lui avais dit, on va faire comme au cinéma. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait au cinéma? C'est quand il y a un effet, souvent, en l'occurrence de flamme, enfin toujours pareil, de cette émanation d'une source, c'est qu'on a une source, mais souvent il faut accompagner, c'est-à-dire qu'il faut décomposer les faisceaux successifs. C'est-à-dire que en l'occurrence, le flambeau est au mur. Alors, il y a une projection de flamme par une image projetée d'une flamme. Bon, là, elle est surexposée, on ne voit pas bien. Mais bon, je me crois qu'il y a une flamme qui est assez jolie, à mon souvenir, elle était assez belle. Et on reconstitue le rayonnement de la flamme, c'est-à-dire qu'il y a un projecteur, effectivement. Voilà. Donc un projecteur, donc vous voyez, qui éclaire la projection d'image en vert, et puis un éclairage donc d'en haut, du bas vers le haut, par un encastré de sol qui éclaire vers le haut, qui commence à frapper le plafond, mais le mur. Le projecteur 4 qui éclaire la partie basse, vous voyez, au-dessous de la flamme. Et puis le projecteur 3 qui reprend vers le haut des poutres et qui donne ce volume. Et donc, c'est tout ça réuni qui fait qu'on a cette sensation d'expansion. Autrement, on aurait quelque chose d'un peu, très contrasté et manque d'ampleur. Donc, voilà. Donc, au cinéma, souvent, on travaille comme ça. Et selon les axes de prise de vue, on reconstruit chaque fois toute cette décomposition des effets lumineux qui font que, visuellement, on a l'impression que ça marche. Il faut tout raccorder. Donc, on est là dans une jonction effectivement de cinéma avec l'architecture, mais dans l'éclairage public, on n'est pas dans ce jeu-là. On est effectivement dans une fonction donc, de lanterne. Vous voyez les premières lanternes d'éclairage à l'huile, lampe à huile. Et donc il y a des hauteurs de feu, des implantations, d'interdistance. Vous connaissez ça par cœur. Mais il y a donc ce rapport d'uniformité, très vite, qui va venir là, par rapport à ces zones d'ombre, interdistance, que ça va créer, qu'il va falloir gérer, faire accepter. Oh là là, il y a beaucoup de noir, oh là là, ou alors sur la route, ça fait des effets comme ça de barres qui sont dangereuses, effectivement, mais même pour le piéton, jusqu'où on va créer cette interdistance, etc. Donc il y a des normes qui sortent, on vous dit, degré d'uniformité, 0,7, 0,4, machin, tout est un peu normé, effectivement, par rapport à cette uniformité, mais aussi le confort visuel, c'est-à-dire d'accepter d'avoir des sources, il ne faut pas qu'elles vous éblouissent, donc on les met comme ça, c'est pour ça qu'elles sont d'aplomb et qu'elles sont plus ou moins éblouissantes. Donc on est dans un système, vous voyez, qui est très loin du cinéma, effectivement. Alors il y a des projecteurs qui vont éclairer à droite, à gauche, à l'extérieur, mais la base, quand même, dans l'architecture aussi, est là.
Alors là, je me suis, j'ai sorti un tableau, une étude qui a été faite par la faculté d'architecture de Gdansk, qui était éditée dans la revue PLDA, et qui montre, en fait, comment dire, c'est assez spécial comme point de vue, c'est le développement, en gros, de la pollution lumineuse, on va dire, pour aller vite, depuis les années 1880, enfin, le début de l'ampoule, des sources de lumière d'ampoule. Et donc on voit que dans les années 30, il y avait déjà des external lighting, donc des immeubles qui étaient illuminés, effectivement. Donc l'éclairage n'était pas que fonctionnel, mais c'était très partiellement, il y avait une mise en valeur architecturale partielle. Et puis il y a eu, bon forcément, 39-45, ça s'est arrêté. Et puis après, c'est remonté donc après-guerre. On a eu des illuminations aux États-Unis. Donc ça, c'est des sources, effectivement, surtout anglo-saxonnes. Donc Richard Kelly et Stanley McCandless, qui sont des références dans l'éclairage. Voilà, bon. Et puis, il y a eu la crise effectivement, du pétrole qui est arrivée. Donc, il y a eu encore une chute des mises en valeur. Alors là, je vous ai sorti ce qu'il y a de plus dur, de plus âpre. Mais en fait, c'est quand même, au niveau du regard, moi, j'aime bien ces petites études. C'est comment le regard réagit à la lumière et où il faut poser la lumière pour soutenir le regard. Bon, là, pour un conducteur, effectivement, on se pose la question de jour, de nuit, le temps de secondes, millisecondes, où se pose le regard. Et c'est très instructif. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément là où on est. Bon, dans une route, effectivement, voilà, dans le champ lointain, en perspective, bon là c'est un virage, il fait 21 degrés, je crois, bon, c'est très précis. Hein. La captation, la durée de fixation est de 0,9 secondes, et de nuit c'est 1,2 secondes. Donc déjà on est 30% plus long la nuit pour arriver à comprendre ce qui se passe. Voilà, à ce niveau-là, c'est intéressant. Donc, et le temps de réaction aussi diminue fortement avec un éclairage à lumière blanche. Bon, ça c'est effectivement, c'est pas un hasard si vous voyez des lumières qui blanchissent. Et donc là, c'est une étude que je vais vous proposer, soumettre une étude que j'ai faite pour un concours. Il n'y a pas eu de suite, mais c'était une réflexion sur un éclairage, un boulevard urbain qui fait 2 km de long, et qui est à Aulnay-sous-Bois, la Nationale 2. Et c'est un cas de figure assez étonnant, parce que ça fait à peu près 100 mètres de large de gabarit. Il y a 2 fois 2 voies, mais séparées par des terre-pleins qui sont énormes, qui font 60 mètres de large, où ils jouent au foot au milieu. Enfin bon, il y a des grands terre-pleins. Et et en même temps, c'est un tissu urbain très, très habité. C'est des habitations sociales, mais très très fortes. Et donc, il y a des traversées, c'est un boulevard où on a envie de foncer pendant 2 km, et puis il y a forcément des carrefours et des piétons. Donc, il faut annoncer les carrefours. Alors, dans le projet, il y a un tramway qui passait aussi au milieu. Et donc, j'avais imaginé, pour traiter cette arrivée au carrefour, c'est de changer de hauteur de feu, effectivement, passer de 8 mètres. Alors bon, vous avez un petit schéma en bas, vous voyez les hauteurs de feu 8 mètres, puis on descend jusqu'à 5 mètres, mais il y a une hauteur intermédiaire, dans ce que j'appelais des vallées de lumière, comme ça, ce qui fait que visuellement, dans la perspective, on a ce plafond, ce vélum lumineux 8 mètres, et au lieu qu'il descende d'un coup comme ça, et on découvre au dernier moment, on amène progressivement, par la hauteur de feu, mais aussi la température de couleur, donc la couleur de la lumière qui change à cet endroit-là. Voilà. Donc, pour dire, on travaille là, il y a plein de choses à envisager par rapport à hauteur de feu, et dès lors qu'on les travaille dans une vision perspective et pas forcément je suis là et puis je suis là. Donc là on est dans une dynamique, dans une perception mobile, donc il faut mettre à la place du véhicule. Voilà, donc là c'est vous voyez l'emprise de l'avenue. Donc après, dans des cas de figure, effectivement, déambulation
piétonne, nocturne, où on est dans ce rapport à l'espace et au confort, on cherche en même temps une intimité au lieu, on cherche une adéquation avec ce qu'est le lieu. Donc il y a toute une série de travaux, donc de concepteurs. Donc là, un exemple de la coulée verte à Carpentras. Donc on voit que là, d'emblée, les luminaires, effectivement, ils ont déjà une dynamique, ils sont inclinés, et puis ils sont habillés, il y a une texture, ils proposent une texture, il y a un habillage métallique qui donne à voir, effectivement, là, on est dans l'objet lumineux. Et en même temps, ils éclairent, ils diffusent, et on estime qu'ils éclairent suffisamment. C'est-à-dire qu'on est dans un fonctionnel, effectivement, qui est... tout le dosage est à trouver, mais on estime que l'ambiance est suffisamment confortable pour s'y sentir bien et avoir ce confort visuel, ce plaisir du regard qui accroche la matière de la lumière. Donc il y a une dominante aussi un peu rouge, là en dessous, qui se précise là, parce que une rouge garance, en référence tradition des teinturiers qui exerçaient à Carpentras. Mais donc on voit donc, encore une fois que la source, par rapport à ce débat sur la source, elle est fondamentale. C'est elle qui tient le regard. Ce n'est pas tellement le sol. Alors on sort les luxmètres, on mesure, mais en fait, on travaille en luminance et en qualité, plus qu'en luminance. C'est-à-dire qu'on apprécie la texture. Donc le regard, là, il rentre dans une... Il y a deux dimensions dans la lumière. La dimension géométrique, elle se répand, elle donne des ombres, elle donne cette dynamique qu'on avait vue. Mais aussi, après, il y a la texture. Quand vous faites chatoyer un tissu, bon, c'est ça que vous faites valoir. Donc vous voyez tout de suite la qualité du diamant, par la qualité de la brillance. Donc il faut aller voir la matière, prendre une loupe s'il faut, mais comprendre et faire jouer avec la lumière, un ciel, une lumière ponctuelle, et on s'aperçoit que ça vibre différemment. Donc c'est tout ça qu'il faut aller chercher. Et à partir de là, on peut essayer de comprendre comment on va l'éclairer pour faire valoir la texture, la matière. Donc, autre exercice, effectivement, là, au niveau de la source de lumière qui structure le paysage, c'est-à-dire que des fois, il faut aller chercher haut. Il faut aller chercher l'eau pour marquer, là, le débat. Vous voyez, il y a une transversalité. Donc, ça tête grande avenue, puis vous avez une place qui est en biscante, là, de biseau, et il fallait réunir ces deux places. Et donc, le moyen qui a été proposé, c'est d'installer des signaux, un graphisme lumineux qui va structurer l'espace et qui va créer ce lien. Donc là, c'est plus au sol, on est en l'air, et on éclaire, parce qu'il y a des supports qui éclairent le sol, mais ce qui prime, c'est ce graphisme lumineux, on se sert de la couleur, après on se sert de plein de choses. Mais donc, donc le vrai débat actuellement, il se pose à ce niveau-là, dans le vocabulaire de la lumière passe à ce niveau-là. Autre exemple par rapport à la source de lumière, donc là c'est en Suisse un quartier de banquiers. Bon, donc effectivement on est dans du confortable, on n'est pas on est dans un espace public qui est assez cosy. Et la solution qui a été donnée par rapport à la lumière, c'est pour unifier cet espace, qui sont des immeubles assez disparates, le lien, ce sont ces sortes de bulles de savon, c'est présenté comme ça, mais qui sont en fait très sophistiqués. C'est encore une fois des objets lumineux un peu nacrés, qui ont des luminaires bulles de savon, telles des perles qui unissent une diversité architecturale, une finition nanotechnologie qui laisse la pluie et la neige glisser facilement. Et alors, il y a une commande sensible à l'humidité et à la température qui déclenche le chauffage. Donc effectivement, c'est pas... on est dans le milieu, il y a des banques à côté. Disons, c'est un site semi-privatif, pratiquement. Donc, mais... on voit en même temps que l'éclairage tout seul, il ne se suffit pas. C'est-à-dire que là, il y a un objet, il y a un éclairage, il y a un objet lumineux qui est donné à voir.
Mais la lumière, elle éclaire des volumes, elle éclaire des matériaux, elle éclaire des objets, et elle fait sens. On travaille avec des architectes, des paysagistes, des designers, et tout seul, si on arrive après un projet, souvent, c'est un grand dommage. C'est-à-dire qu'il faut absolument arriver à travailler avec les autres partenaires maîtrise d'œuvre, et dès en amont, dès le plus tôt possible, pour comprendre et trouver la solution, voilà, la meilleure. Donc voilà, après la source, le point de vue, qui est l'autre aspect effectivement fondamental, autant pour le cinéma que pour l'usage, pour la conception lumière. Donc du cadrage au visionnage, ce qu'on évoquait tout à l'heure, caméra, c'est un champ partiel et qu'on va projeter, amener à la projection donc d'un écran du salle installée, d'un écran dans la ville, mais donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. Et pareillement, le cadrage, c'est dans la conception lumière, urbaine, architecturale, il existe, c'est le parti lumière, c'est le point de vue. Et le point de vue, encore une fois, je vous disais, par rapport à une certaine temporalité, par rapport à des usages. Donc le point de vue, c'est effectivement cette notion de la perspective. La caméra, c'est vraiment monoculaire. Et bon, on fait des caméras en 3D maintenant, effectivement, mais on va se limiter à la vision monoculaire. Et donc on va travailler avec la profondeur de champ. Donc Orson Welles, qui a abusé de grand angle, et donc pour tout ça, pour abaisser la perspective, avoir des effets de fuyante spectaculaires, ça impose que la caméra, voilà, elle est là et elle a son poids, elle a son volume. Et donc on aménage le sol, on fait des trappes. Bon, actuellement, on poserait la caméra par terre et puis on dirait moteur. Et donc, pour en arriver à ces effets de perspective optique, mais aussi perspective de lumière. Donc, on voit bien que la lumière, et tout est agencé pour que ça fonctionne par rapport à ce point de vue unique, perspectiviste. Et que si on bouge d'un pas, bon, tout bascule. Que donc, on peut imaginer qu'il y en a un autre, qu'on va chercher après un autre point de vue et un autre jeu de perspective, mais que donc ce sont des points de vue privilégiés. Et ça, effectivement, autant dans le cinéma, effectivement, il y a une scène et il y a 40 points de vue, mais on sait qu'il y en a qui sont imparables, incontournables, sur lesquels on va s'appuyer, et après on va trouver d'autres points de vue qui vont enrichir le débat ou aller en contradiction avec ce point de vue privilégié. Mais et dans la conception lumière, pareillement, on va travailler par rapport à cette autorité de ce point de vue, par rapport à ce point de vue qui va... autorité, quand c'est une route, effectivement, on a ce point de vue qui est là, et il faut faire valoir le point de vue de l'usager, donc du piéton, et comment on va équilibrer les deux. Donc c'est là où il faut se mettre à la place d'eux, aller voir, changer le point de vue, faire ses repérages, imaginer tous les points de vue possibles. Voilà, donc les repérages sont fondamentaux pour ça, quand vous travaillez un projet, dans le film ou dans l'urbain, qu'importe. Et il faut imaginer tous les cas de figure de points de vue, sachant qu'on va s'appuyer sur certains points de vue privilégiés. Maintenant, on peut s'en échapper aussi et décider qu'on veut un système plus fluctuant, moins autoritaire, on va dire, c'est-à-dire plus digressif, plus flou. C'est-à-dire que le point de vue, il est effectivement fixé là, vous voyez, à la balançoire, là, il y a un mouvement, donc on change le point de vue. Et là, la perception, effectivement, est complètement autre. Et le décor, on s'échappe du décor, on part dans une autre représentation.
Donc, c'est pareil, je pense qu'il y a aussi des équivalents qu'on peut trouver dans une situation architecturale, urbaine, où il y a une approche qui peut s'échapper et qui peut donner à voir ailleurs, où le regard, à un moment donné, va s'échapper et on donne à voir, et qu'on peut baisser complètement l'éclairage fonctionnel, on va dire, et allumer autre chose. Et dans cette lecture de la temporalité, c'est-à-dire qu'on est effectivement, par cet éclairage public que vous voyez tous les jours, qui est installé dans une pérennité, donc vous êtes habitué à, et tout d'un coup vous créez une rupture, et à un certain moment de la nuit, vous abaissez l'éclairage fonctionnel, vous mettez en valeur un élément spectaculaire, entre guillemets, ou autre, et donc du coup la lecture s'échappe, et le lieu vit autrement. Donc vous créez cette rupture uniquement en abaissant l'une, en allumant l'autre, et après vous revenez à une autre normalité. Donc on peut créer comme ça des digressions. Enfin, les moyens, les techniques actuellement proposent ça, et je pense que des gens de cette école, il faut réfléchir à ça, sur ce travail de ces points de vue, ces échappées de points de vue, et cette réflexion sur la temporalité. Oui, cette photo pour montrer qu'effectivement, même dehors, avec le soleil, on a avec des appareils qui sont énormes, des gros projecteurs, ça échappe pas, il y a des grands réflecteurs, des grands projecteurs, et donc c'est un appareillage qui est lourd. Voilà, donc là, effectivement, alors l'outil, le point de vue, c'est la caméra. Donc, les années 80, voilà. Donc vous voyez ces appareils à manivelle qui sont extraordinaires pour faire des mouvements de caméra très très fluides, très maîtrisés. Une caméra plus légère, mais enfin avec le pied déjà on est 40 kg quand même, facilement. Et après, dans les années 82, là vous voyez, caméra film légère, à tonnes. Un petit bijou de technologie. Donc les choses changent. Alors grâce à un mec assez génial, un inventeur fou qui sévit toujours, Jean-Pierre Boviala, à Grenoble. Un ingénieur au départ et professeur en électronique à Grenoble, l'université de Grenoble. Et il est auteur en 62 d'une thèse sur la synthèse et l'analyse de la parole. Il a inventé donc des caméras légères avec prise de son synchronisable. Donc il a inventé les fameux timecodes qui sont enregistrés sur la pellicule pour une prise de vue indépendante de la prise de son, pour réaliser des documentaires sur la ville et l'urbanisme. Voilà, c'est quelqu'un qui était passionné par l'urbanisme. Et donc, en situation de tournage, même dans les années 70-80, il y avait la caméra, et puis le preneur de son avec son câble, et puis il y avait avec son agra, il avait son magnéto comme ça, sa perche, et puis il y avait un câble qui était relié à la caméra pour être synchro, pour synchroniser, parce que la caméra elle tourne à 24 images par seconde, mais plus ou moins. Et le son, pareil, le magnéto, plus ou moins. Donc après au montage, si vous n'êtes pas pile poil, mais le son il est décalé. Donc on envoie des bips, le magnéto envoie des bips. Au montage, grâce à ce câble, on s'y retrouve, quoi. Donc sur la pellicule, la pellicule son, la pellicule image, etc. Mais lui, il ne voulait plus de ce fil, parce qu'il voulait faire ses plans, s'échapper, effectivement. Et donc il a inventé ce fameux timecode qui envoie effectivement le quartzé, donc comme une horloge, et qui envoie ce signal sur la pellicule. Et donc chacun vit sa vie. On se donne un cadre de départ, pof, et puis chacun salut, puis chacun part de son côté. Et puis caméra à l'épaule, caméra légère. Vous voyez ce qu'on appelait sa publicité, c'était comme un chat sur l'épaule. Effectivement, cette caméra était extraordinaire. Comme ça, elle fait corps, on la tient à peine, et elle fait toujours d'ailleurs 6 kilos à peu près selon les objectifs, ou un peu moins. Oui, 5 à 6 kilos.
et Jean-Luc Godard. Donc il y a plein de documentaristes ou réalisateurs qui étaient gravités autour de ce Jean-Pierre Beuveau-là et qui sollicitaient donc, Jean Rouch, des documentaristes, de nombreux réalisateurs qui étaient intéressés par cette liberté de mouvement de la caméra. Il a inventé aussi, donc vous voyez là, donc ça c'est une photo assez récente, oui, la paluche, ce qu'on appelait la paluche, c'est cette caméra qui tient dans la main, ces fameuses caméras cachées. Donc là, quand il a appris que ça servait à ça, il était assez confondu, mais enfin bon. Donc il était complètement dans cet esprit pareillement, le point de vue impossible. Voilà. Et il a continué encore, enfin il continue toujours à faire il est toujours en pointe de la demande, donc il est toujours dans la pointe de la technologie pour répondre à cette demande de liberté, d'avoir le plus de choses possible, enfin, de ne pas se limiter au niveau du point de vue. Donc éclairage urbain, servir des points de vue privilégiés, des ambiances qui rayonnent. Ça veut dire que, effectivement, une installation lumière, on a envie de créer des ambiances magnifiques, mais d'en mettre partout, jamais s'arrêter. Donc, la logique, je dirais, bon, effectivement, déjà, matériel fait qu'on ne peut pas faire des ambiances extraordinaires à tous les coins de rue, mais en même temps, ce n'est pas souhaitable. C'est-à-dire qu'il y a ce jeu de contraste, d'alternance, d'ambiance, qui est à privilégier, et puis il y a ce jeu de profondeur de champ. On a vu qu'on a intérêt à alterner dans la perspective les choses, mais aussi une ambiance vécue dans la ville, si elle est forte, elle rayonne, c'est-à-dire qu'elle elle s'imprègne, c'est comme un bouquet de fleurs. En fait, chez vous n'allez pas mettre un bouquet de fleurs à tous les coins, enfin, à toutes les pièces, toutes les portes, etc. Donc, le travail, effectivement, va être de doser, de planifier, de réfléchir quoi mettre en valeur, sachant que dans les trajets, vous allez avoir cette ambiance qui va se prolonger dans l'espace. Donc là, il s'agit d'un parc, le parc du centre à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est en face de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, une grande artère, voilà, que vous voyez, avec des grands candélabres de Caux qui font au moins 15 mètres de haut, une avenue très imposante. Et en face de la gare, il y a l'entrée du parc du centre, qui est une desserte urbaine. C'est-à-dire que ce n'est pas un parc de loisirs, c'est un parc qui dessert des habitations. Et donc, il y a beaucoup de monde qui passe par là, qui viennent du travail le soir ou du spectacle. Et auparavant, il y avait un mur, c'est-à-dire que là, ce plan que vous voyez, cet accès au parc, il faut l'imaginer comme un plan incliné, parce qu'avant, il y avait un mur qui a été détruit, et donc il y a une pente qui compense le mur. Un peu plus loin, il y a une pergola roseraie, qui, bon là c'est au début, donc les roses ne sont pas encore là, actuellement à mon avis elles sont bien fournies. Et donc voilà le travail qui a été fait, proposé, c'est-à-dire la question moi, que j'ai posée au paysagiste, je lui ai demandé mais, comment est ton sol? Il m'a dit c'est du calcaire blanc. Je lui ai dit bon, c'est bon. J'avais effectivement dans l'idée de me servir de ce plan incliné blanc comme un écran et d'annoncer la roseraie et la pergola de roseraie par ses pétales. Donc il y a 10 pétales de rose, chaque pétale fait à peu près 3 mètres de long, et il y a une jaune, une rouge et une rose qui se multiplient, donc il y en a une dizaine. Bon, la photo est un peu saturée là dans les tirages, mais donc l'enjeu c'était de conserver cette pénombre suffisante, donc d'éclairer autour. Donc c'est là où on voit que souvent d'éclairer autour c'est intéressant. Donc il y a cette ligne de lumière qui cadre l'espace et qui tient l'espace. Donc ce sont des bandeaux lumineux, donc des formes de lumière donc étirées qui se jointent comme ça et qui créent ce cadre à la limite des pelouses.
et la pergola elle-même qui est éclairée à l'intérieur des arceaux. Il y a des projecteurs, des luminaires qui sont encastrés dans les tubes de la pergola. Sachant qu'il y a c'est asymétrique, là on ne le voit pas vraiment, mais vous avez la rangée de gauche des luminaires, ils sont effectivement à l'intérieur de la pergola, et ceux de droite, ils sont à l'extérieur, dans les bords qui débordent. Et donc il y a une asymétrie, parce qu'il y a un cheminement à droite, et qui va donner à voir donc, les roses, pour les gens qui vont le chemin, bon là, il y a un chemin à droite qui n'est pas encore éclairé, donc il faut l'imaginer, et donc il faut imaginer que les gens vont contourner la pergola aussi, et je vais éclairer les roses à partir de ces projecteurs un peu en dévers. Donc ce point de vue, effectivement, il rayonne suffisamment pour conforter l'espace, que les gens arrivent et se sentent bien. Moi, après les tests que j'ai faits, les interviews que j'ai faits, le premier contact, effectivement, à 3 h du matin après l'installation, j'étais resté. Il y avait des wagons, enfin des gens qui revenaient de soirée. Et puis j'entends un grand « Waouh !» C'était une femme qui était en train de danser sur les pétales, quoi. Elle a découvert le truc, elle s'est mise à danser dessus. On me dit, bon, c'est bon, ça marche. Donc, ça veut dire qu'après, les gens, ils partent et ils vivent la chose. On peut, je veux dire, négliger la suite. On peut mettre quelque chose un éclairage très, très basique, fonctionnel, de presque terreux, à la limite, c'est pas grave. Et on recommence plus loin. Donc voilà, c'est un peu cette notion de rayonnement qui peut être envisagée comme ça. Alors ce projet, il a une suite. On ne sait pas, 50 ans en Yvelines, c'est assez long, on ne sait pas quand ça se décide. Mais avec le paysagiste, alors chose importante, pardon. Déjà, une des difficultés, si vous faites des projections d'images, c'est de bien vous soucier que l'image adhère au support. C'est-à-dire que là, mes premiers tests, j'ai fait mon gobo, donc c'est des gobos en verre c'est des images imprimées sur du verre par des technologies dichroïques assez incroyables, quand on arrive à des rendus de couleurs assez exceptionnels. Mais il faut tester, donc j'avais testé avec le projecteur, qui est un projecteur classique d'éclairage public, on ajoute un additif optique devant, et on projette l'image comme un projecteur diapositive, même si ça n'existe plus maintenant, mais bon. Et à partir de là, bon, moi j'ai projeté, je dis mon image elle est nette, elle est belle, les couleurs sont bien, c'est bien. Et sur site, je projette et je vois une grosse flaque de lumière. Ça veut dire que le support blanc, le calcaire, il a ses aspérités et il mange l'image. Donc j'avais demandé un test, donc un échantillon. À partir de là, j'ai refait, donc on retourne sur Photoshop, j'ai recontrasté toutes les images. Et donc chaque veinage, vous voyez, a été reburiné, recontrasté, pour vraiment que l'image adhère. Donc c'est un peu criard, un peu contrasté, mais après, le reste du support estompe et ça passe. Voilà. Donc sachez-le, on a des surprises, il faut se mettre en situation de test. Et donc, donc le projet suivant, après la pergola, je reviens en arrière, non, ça c'était l'esquisse. Bon, voilà, vue d'artiste, on m'avait dit la maîtrise d'ouvrage qui ne croyait pas au projet, elle m'a dit oh, c'est une vue d'artiste. Bon, effectivement. Mais il y a une suite au projet. Et alors, ce qui est intéressant, je reviens en arrière, voilà, c'est que derrière la pergola, il y a une grande place qui est complètement piétonne. Et le paysagiste a prévu de faire une fontaine sèche, c'est-à-dire une dalle avec de l'eau qui ruisselle. Et on a convenu de refaire la même histoire sur ce plan d'eau, qui est un plan d'eau incliné, mais donc il va y avoir 5 cm d'eau qui va à peine. Et je lui ai dit, bon, comme il y a l'eau qui intervient et qui va altérer un peu le signal, je lui ai dit, ce serait bien qu'on augmente la perception de la projection. Et c'est-à-dire qu'en gros, là où il y a l'image, ça soit clair, et autour de l'image, ça soit plus sombre. Alors il m'a dit, ben oui, d'accord. Alors très vite, il m'a dit, écoute, quand on installera, on mettra en premier les mâts avec le projecteur, tu projetteras tes images, et puis à partir de là, on fera le calpinage du sol en fonction, et on mettra des éléments clairs, des éléments sombres en fonction. Voilà. Donc ça, je vous souhaite de travailler avec des partenaires, de maîtres d'œuvre aussi conciliants et intelligents. Et
Et donc, l'intérêt aussi, c'est que le jour, ça veut dire qu'il va rester l'empreinte de l'image. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est cette dualité lumière-support qui est aussi à travailler et qu'il faut penser donc, dans toutes les répercussions de la présence d'une image, le support. Et donc, il faut aider la lisibilité de l'image. Bon, alors, surface sensible, le support, effectivement, la pellicule, bon, là, bon, j'ai pris comme exemple pour la couleur, dans le cinéma, un film de fantastique, mais carrément un film d'horreur, un film gore, mais que je n'ai jamais vu, mais qui est une référence pour les cinéphiles, enfin, je me suis documenté sur le travail du chef opérateur, et c'est vraiment un film culte pour certaines personnes. Mais il y a un travail de la couleur qui est très, très, très beau, intéressant. Et donc ça pose la question, est-ce qu'effectivement la couleur, à quel moment on peut se permettre de la couleur? Là, bon, effectivement, le prétexte, manifestement, dit, bon, on peut y aller, c'est un film fantastique. Et donc la protagoniste, là, elle va cours de danse et dans une salle, et dans un pensionnat où tout d'un coup, la couleur est annoncée, puis après elle s'installe. Mais c'est très très sophistiqué, avec des jeux de transparence. Bon, alors, je vous dis, c'est horrible. Hein, donc je vous passe les détails des scènes. Mais ça c'est un film suivant avec un autre chef opérateur. Mais donc ça veut dire que on peut aller très loin dans le suggestif. C'est ça qui est intéressant, c'est quand si on se met en situation urbaine où on veut tout sauf faire peur, et en même temps la couleur en même temps s'installe à tout va. Voilà, c'est ce genre de questionnement, de pistes comme ça, de réflexion. Donc les pellicules, il y a eu le début, le noir et blanc, on est passé à la couleur les années 50 ou 40, mais les pellicules couleur au début étaient plus ou moins capricieuses aussi, l'étalonnage, il faut étalonner la pellicule. Et donc il y a des réalisateurs comme Antonioni, Michelangelo Antonioni, qui était peintre aussi, ce qui n'est pas effectivement innocent, et qui a fait Le Désert Rouge, c'est son premier film en couleur. Et bon, là j'ai associé avec Pierrot le Fou, le film de Godard, mais vous voyez que il y a quand même une similitude proche. Et donc Antonioni a filmé Thalie du Nord, la lumière du Nord très très brumeuse, dans des jeux de gris, dans un univers, ça se passe beaucoup autour d'un univers industriel de la vallée du Pô, où il y a ces fumées, ces brumes, et dans des tons gris pastel, couleur pastel, et en même temps la couleur intervient, comme vous voyez, très graphiquement, plastiquement. Et il travaillait, sa réaction, c'était de dire, bon, la pellicule Technicolor, la labo la maîtrise pas bien, moi je veux maîtriser mon image, donc c'est moi qui vais intervenir sur la couleur. Et donc, je suis peintre, et donc il faisait peindre des éléments de décor. Alors, il est allé assez loin, il est allé assez loin, c'est-à-dire qu'il se mettait à faire peindre l'herbe, les arbres, et il raconte à un moment donné qu'une nuit, ils avaient fait la peinture, ils avaient fini la nuit, puis il s'est mis à pleuvoir, et il a vu tout son décor dégouliné, c'était horrible. Bon, donc, il s'est débrouillé autrement. Mais, donc, Jean-Luc Godard avait questionné Antonioni, et voilà, il lui demande comment il avait travaillé, est-ce qu'il a retravaillé la couleur au laboratoire? Et il a dit non, j'ai fait aucune confiance au laboratoire pendant le tournage. C'est-à-dire que j'ai essayé pendant les prises de vue de mettre les couleurs que je voulais sur les choses elles-mêmes, sur les paysages. J'ai peint directement au lieu de trafiquer la couleur en laboratoire. Et ce que j'ai demandé ensuite au laboratoire, c'est une reproduction fidèle des effets que j'avais obtenus. Ce qui ne fut pas facile, car le Technicolor, on le sait, exige de nombreuses interventions. Le travail a été très long et délicat.
Donc Jean-Luc Godard, dont vous faisiez l'étalonnage pendant le tournage, exactement. Je crois qu'il ne faut pas trop se fier au travail que l'on peut faire au laboratoire, ce n'est pas leur faute, c'est que techniquement on est encore très en retard pour la couleur. Donc ça c'est une époque très très limitée, parce qu'après, bon, bien évidemment, les choses ont changé, mais donc ça veut dire, bon, il avait envie de peindre, je pense aussi, hein, bon, c'était un bon prétexte, mais voilà. Donc du coup, après cet entretien, Godard fait Pierrot le Fou un an après, et il s'est mis à peindre le décor lui aussi. Il avait des pots de peinture de couleurs très vives, et il allait peindre les objets soit en rouge, soit en bleu, soit en vert. Ça c'est Raoul Coutard, son chef opérateur. Et on voit effectivement cette scène de Belmondo qui se peint le visage à la fin en rouge. Donc Raoul Coutard, chef opérateur. Avec l'arrivée de la couleur, on a eu de gros problèmes. D'abord, la pellicule était moins rapide, moins sensible qu'en noir et blanc. Elle n'avait pas beaucoup de latitude entre les hautes lumières et les ombres, beaucoup moins qu'en noir et blanc. Et puis on a le problème de la balance des couleurs, avec les lumières tungstène qui sont jaunes et la lumière du jour qui est bleue. À l'époque, c'était beaucoup plus facile de tourner en noir et blanc, parce qu'en noir et blanc, on peut modifier l'image avec des filtres. En couleur, on ne peut pas modifier, ou très peu. Donc effectivement, en noir et blanc, quand on voulait faire apparaître un peu plus un paysage ou le vert, on mettait un filtre vert, ça faisait ressortir le vert et ça coupait les rouges, etc. Donc c'était tout un travail de chef opérateur avec leur boîte de filtres. Et ils travaillaient le noir et blanc, sculptaient le noir et blanc comme ça. Pardon, c'est l'effet, voilà. Donc, effectivement, après, une fois qu'il a parlé de la source, et du point de vue, il y a les surfaces des supports, la matière, les textures, et du décor, mais aussi de la support sensible, c'est-à-dire que le cinéma, le grain de la pellicule a été un handicap, mais c'est devenu une obsession pour plein de réalisateurs ou d'opérateurs, et c'est donc cette distanciation avec le réalisme. Et donc cette chose qui a disparu, qui est devenue le numérique, où on a le pixel, qui est complètement autre chose, bien évidemment. Donc là, il y a une petite, un petit interview par rapport à l'approche de l'image, qualité d'image, avec Jean Renoir. Donc j'en ai deux, mais on va en passer une parce que c'est un peu long. Alors, oui, donc, juste un détail effectivement de précision, parce qu'il parle là de la pellicule noir et blanc. Il a fait les petites, la vendeuse de, ça s'appelle vendeuse d'allumettes. Jean Renoir parle donc de travail qu'il a fait en noir et blanc et de la pellicule à l'époque panchromatique ou orthochromatique, c'est-à-dire que, parce que là, bon, c'est important de savoir, parce que la pellicule au départ orthochromatique, c'était une pellicule qui était sensible, noir et blanc, qui était sensible au jaune et au vert, mais pas au rouge. Voilà, donc les lumières froides ça fonctionnait, la lumière du jour à l'extérieur, ça fonctionnait bien, mais en intérieur, où la lumière est artificielle, il y a beaucoup de rouge, elle n'impressionnait pas beaucoup la pellicule, cette pellicule-là. Donc il y avait aussi en parallèle, plus tard, la pellicule panchromatique, effectivement, qui était donc là, qui restituait tout le spectre coloré. Et donc il disait, mais moi je veux utiliser la panchromatique, bon, en intérieur, bon, et on m'interdit, enfin c'est pas dans les habitudes, pourquoi, etc. J'ai lutté pour imposer la pellicule panchromatique dans les prises de vue dans les studios. Je suis même le premier qui l'ait employé. J'ai fabriqué mon matériel moi-même, c'était au Vieux Colombier, dans le grenier, j'avais fait un petit studio pour y tourner la petite marchande d'allumettes sur pellicule panchromatique. À cette époque-là, on employait la panchromatique dehors et on employait l'orthochromatique dedans. Et l'éclairage des studios était fait pour l'orthochromatique, c'est-à-dire que c'était des arcs et des tubes au mercure. Bon, moi, je me suis dit, pourquoi n'emploie-t-on pas la panchromatique qui donne plus de nuances?
n'est-ce pas, qui donne des gris, qui traduit les couleurs intermédiaires, qui traduit les rouges, n'est-ce pas, et qui évite ces contrastes qui pouvaient sembler laids, les contrastes de l'orthochromatique qui font que pratiquement on passait brutalement du blanc au noir. Je me suis dit pourquoi pas essayer la panchromatique dedans. La raison, c'est qu'on a des rayons qui ne sont pas les rayons qu'il faut, n'est-ce pas? Les lampes que nous employons maintenant n'émettent pas les rayons moins ultraviolets qui conviennent à la panchromatique. Alors, j'ai un peu étudié la question, très vaguement, parce que je n'ai pas l'esprit scientifique. Bon, enfin, j'ai trouvé quelqu'un de la maison Philips, les fabricants de lampes et de systèmes électriques, qui m'a conseillé d'essayer de survolter légèrement des ampoules ordinaires, ce que j'ai fait. Alors, je me suis fabriqué un petit matériel avec des amis, on avait des réflecteurs faits avec du zinc qu'on avait découpé, et puis on avait des rhéostats qu'on avait fait avec des bouts de métal qu'on avait tortillés, n'est-ce pas, et on mettait le contact plus ou moins haut sur ce ressort. Et ça nous fait des flous, donc. Oui, c'est ça, et finalement, on a tourné la petite marchande d'allumettes, et la photographie était pas si mal que ça. C'était très bien, on a développé ça d'ailleurs entre nous, dans notre cuisine, enfin, on a fait tout ça, on a fait un travail d'amateur qui a été en tout cas passionnant. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'agissais contre mes convictions profondes. Je croyais au progrès, maintenant je n'y crois plus du tout. Et à l'heure actuelle, n'est-ce pas, la photographie de beaucoup de films est très belle, est très léchée, imite très bien la nature, mais d'une banalité, d'un ennui parfaite. On arrive à subir de l'ennui photographique dans des projections de films parfaits. Je trouve que les films les plus parfaits maintenant sont précisément aussi les films les plus ennuyeux photographiquement, très souvent. Tandis que, comment se fait-il, comment expliquer, sinon par cette théorie générale que j'exprime, à la fois que le progrès travaille contre l'art, contre l'expression artistique, comment, sans cela, si on n'admet pas cette vérité, comment expliquer le côté passionnant de la photographie des films primitifs? Et en même temps, comme vous le disiez, on ne peut pas non plus prendre l'attitude qui serait de faire artificiellement de la mauvaise photographie. C'est également une facilité qui est... Ben, je crois que ce serait une grosse erreur. Oui. Ce qu'il faut, c'est que nous acceptions. On est en droit de déplorer les conditions dans lesquelles nous travaillons, comme je le fais en ce moment-ci. Remarquez d'ailleurs que mon attitude est une attitude purement théorique, et c'est au fond une attitude de conversation. Je crois à la réalité des faits, et je crois qu'il faut s'incliner devant les faits. Je crois que l'on ne fabrique pas la vie, c'est la vie qui nous fabrique. Je crois que devant les circonstances, devant les événements, tenez, mon père avait une théorie que j'aime beaucoup et que je cite dans un livre que je viens d'écrire sur lui, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la théorie du bouchon. Il disait, il faut être un bouchon dans le courant. Il faut suivre le courant. Naturellement, le bouchon doit être un petit peu intelligent, pas complètement stupide, et essayer d'évoluer un peu à droite ou à gauche, de façon à choisir le genre, le moment du courant qui lui convient le mieux, et à aller tout de même à peu près dans une direction qui lui convient. Mais la direction générale, c'est les événements, c'est le courant qui nous le donne. Alors, c'est la technique du planeur davantage qui se sert des... Voilà, c'est la technique du planeur qui se sert des vents. Ça n'empêche pas que le planeur agit et est intelligent. Alors, je suis convaincu que vis-à-vis du progrès technique dans notre métier, il faut agir comme ça. Seulement alors, ce qui est extrêmement grave, c'est que nous arrivons, si on considère l'histoire de l'art, nous arrivons à la certitude que l'objet usuel aux époques de grande technique a été laid. Seuls les grands artistes s'en sont tirés. Alors ça veut dire que nous entrons dans des époques où il faut être ou un grand artiste ou rien du tout. Je trouve ça extrêmement grave, parce que cela enlève de l'exercice courant de la vie, dans la vie de tout le monde, la possibilité de la création artistique qui était constante et constante en tout, qui à des époques non techniques existait même dans la pratique de la vie journalière, qui existait simplement dans la façon d'allumer le feu le matin. Vous me direz que maintenant on n'a plus le temps d'allumer le feu le matin, on est obligé de courir à son bureau, de travailler et de gagner sa vie. Évidemment, autrefois, il y avait bien d'autres inconvénients, on n'avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'anesthésie, et les femmes accouchaient dans la douleur, tandis que maintenant elles accouchent sans douleur. C'est une très grande différence. Bon, très bien. Mais nous ne parlons pas en ce moment-ci des avantages ou des désavantages du progrès en général. Je parle de l'effet du progrès sur l'art. Or, il est évident que chaque mouvement, à des époques non techniques,
devenait un mouvement, devenait une création artistique. Le fait d'allumer le feu le matin demandait que l'on disposât les morceaux de bois de façon à ce qu'un certain courant d'air, un certain tirage s'établisse. Et si on ne savait pas disposer les morceaux de bois avec un procédé ressemblant au procédé de la création artistique, c'est très proche, eh bien, voilà, c'est très simple, le feu ne prenait pas. En France, nous avons une chose qui nous reste, alors que ça ne reste pas beaucoup dans les autres nations. Ça a l'air d'une blague, ça semble inférieur, moi je trouve pas que c'est inférieur, je suis très fier que nous ayons ça, c'est la cuisine. Les Français gardent le sens de la cuisine. Les Français gardent le sens artistique de l'assaisonnement, de la quantité d'herbe, de la quantité de cuisson, enfin, gardent le sens de ce qui ne s'explique pas. Alors que la technique peut tout expliquer. La technique donne des solutions parfaites et logiques à tout. Le véritable cuisinier ne procède pas techniquement. Il procède instinctivement et il procède avec les sens. Au fond, nous en arrivons à la grande question, la question de l'intelligence et des sens. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait lui, ma lecture? Mais Jean Renoir, donc le fils d'Auguste Renoir, et le peintre, donc impressionniste, aimait dire qu'en fait il n'était pas peintre, ce qu'il recherchait, c'était d'être un bon artisan. Voilà. Dans tout son travail, effectivement, bon, il peignait avant sur céramique. Enfin, c'est vrai qu'on connaît l'histoire du père, on comprend le discours davantage du fils. Et le fils de Jean Renoir, Claude Renoir, était chef opérateur. C'est lui qui faisait la lumière le marchand de l'allumette. Donc on revient à Jean-Pierre Beauviola, qui a encore sévi, toujours, et avec le numérique, infatigable, et qui continue à sortir des caméras donc numériques, mais qui sont en même temps mixtes, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours fonctionner, on peut choisir soit la pellicule, soit le numérique, et subtilité pas des moindres, il travaille le signal numérique pour recréer un effet de grain, c'est-à-dire un décalage, c'est une prouesse, disons, une invention technologique très très pointue qui fait qu'il arrive à bidouiller le signal électronique pour créer un décalage de phase qui fasse qu'il y a une sensation de grain. Voilà. Donc, bon, là, c'est tout un... Effectivement, au niveau de la représentation, bien évidemment, le pixel intervient fort. Bon, ce qui est le plus manifeste, c'est que la chose nouvelle, depuis, on n'a jamais connu ça, c'est-à-dire qu'actuellement, la lumière et la matière sont fusionnées dans ces pixels qui font des écrans, des images, des écrans, mais aussi de plus en plus apparaissent des objets lumineux. Donc les volumes et les matériaux deviennent lumière, et donc ça crée effectivement cette perception, ce décalage avec la matière, et avec les données, enfin l'internet, le fait de transmettre des images en temps réel, crée ce décalage, cette virtualité qui effectivement existe et avec laquelle il faut composer. Et je pense qu'effectivement, actuellement, un des rôles de l'éclairage dans le réel, l'éclairage urbain ou architectural, est de donner encore plus fort, faire vivre encore plus fort la matière par rapport à cette virtualité, c'est-à-dire de faire décoller le regard des écrans pour effectivement avoir intérêt à voir l'espace autour de nous, et donc du coup créer la surprise, créer de jouer sur cette dynamique, etc. Donc je ne vais pas me détendre là-dessus, vous le savez autant que moi. Donc l'interactivité de l'image, le média façade, tous les effets optiques que l'on peut créer avec maintenant la projection d'image ou autre. Enfin, il y a beaucoup d'autres systèmes que la projection d'image qui sont très très intéressants.
Il y a encore des procédés très artisanaux, justement. Là, vous voyez cette façade architecturale qui est faite uniquement de ces petites lamelles orientées d'une manière très précise qui font que ça donne une image. Donc des pixels qui sont des simples points de réflecteurs orientés qui donnent ces clartés ou ces points sombres. La source de lumière, effectivement, maintenant, elle est partout, elle se glisse partout. Là, on peut dessiner, il y a le graphisme, on arrive dans du graphisme lumineux très puissant. Donc, il ne s'agit pas tant d'éclairer, mais c'est aussi de sculpter, de travailler l'espace. Et donc, le dernier élément, effectivement, c'est maintenant toujours ce rapport cinéma. Et comme le cinéma arrive vers l'urbain, rejoint maintenant l'espace urbain, l'espace du quotidien, on est toujours aux prises avec cette question de l'imaginaire et du réel. Donc, imaginaire au cinéma, donc effectivement, les technologies, les moyens sont illimités. On n'a plus ces problèmes de support sensible. Le travail du numérique permet de rattraper tout ce que l'on veut. Mais voilà, en même temps, on a des imageries d'espaces urbains qui sont effectivement une vision en accord avec un scénario, effectivement, mais où là, plus on va vers le sol, moins on est éclairé. C'est un peu l'inverse de ce qu'on travaille habituellement. Et puis, on est dans donc, une représentation du monde aussi, donc Avatar, qui a été diffusé en 3D, et donc une construction du monde où les designers d'images qui ont travaillé sur ces films viennent effectivement... on sent qu'il y a déjà un rapprochement avec le travail de la lumière commune, et je dirais, c'est-à-dire qu'on est là dans ces séquences de laboratoire, dans ce travail de la lumière, on est déjà dans une installation architecturale complète, c'est-à-dire que le directeur de la photo a fait un travail de concepteur lumière d'architecture, là déjà. Et les écrans participent, sont des sources, bien sûr, de lumière. Donc on voit que la frontière, elle s'abolit, les choses se déplacent. Et donc on arrive aussi à ce genre de travail d'espace. Alors c'est un jardin, c'est un aménagement pour le loisir, pour l'agrément complètement, mais en même temps, c'est à Singapour, il y a des grands déploiements de moyens, mais je trouve qu'il y a un rapprochement d'images, effectivement, avec l'imaginaire de certains films. Alors ça, il y en a qui appellent ça, c'est du travail à la Disney, quoi. Effectivement, on peut remettre en cause complètement. Il y a des attitudes à avoir par rapport à ça, mais c'est une réalité. Et en parallèle, donc, maintenant, la lumière, l'image, il n'y a plus trop de limites. Donc, s'est posé la question, ce pont d'autoroute en Danemark, qui était très accidentogène, et donc un concepteur lumière qui a proposé d'habiller le pont avec un graphisme lumineux, d'habiller les piliers aussi, de faire valoir l'espace, mais aussi une image. Et du coup, il n'y a plus d'accident. Bon, c'est intéressant. Donc l'imaginaire et le réel, donc ce fameux point de vue, effectivement, maintenant, il se déplace aussi vers la lumière sociale, la lumière s'appelle la lumière aussi vivante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent avec les concepteurs aussi, qui sont des gens comme Luc Gzadinski, qui est géographe et qui a établi des cartes de la nuit. Il a parcouru l'Europe et il a noté à telle heure de la nuit, à tel endroit, il se passe ça. Et il a établi ces cartes comme ça d'urbanité nocturne et diurne, et de comprendre où passent les flux, ce qui se passe, ces fameuses zones insécures, en fait, sont-elles vraiment insécures? Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on peut intervenir? Donc toute cette lecture de l'espace, c'est un travail préalable qui est fait par des gens comme des concepteurs lumière, mais ils ne sont pas tout seuls à avoir cette réflexion. Et je pense que le premier travail, il est là, il est conséquent. Ce fameux débat sur la sécurité, actuellement, la sécurité est réglée par des méthodes planificatrices qui inondent la lumière, point barre, et puis c'est fini. Alors qu'il y a énormément de choses à faire pour
pour comprendre et trouver des solutions. Donc là, voilà, pour clore, donc effectivement, la dimension sociale est énorme. Donc là, c'est un travail que j'avais fait dans les années, je ne sais plus, aussi, il y a une dizaine d'années, dans une cité à Fresnes, où un architecte travaillait sur la réhabilitation de ces... Donc il y a 2 courées, donc il y a 200 logements, 2 courées, et voilà, il m'a dit on va faire un gros travail de lumière, on va essayer de faire un maximum la première année, mettre tout l'argent pour que ça soit effectif. Donc il fallait faire un travail de lumière, sachant que bon, actuellement la lumière était glauque, c'est-à-dire enfin, à l'époque, initialement il y avait des boules avec une source ballon fluo qui donne un blanc très très pauvre, un rendu de couleur extrêmement pauvre, donc c'était complètement terreux, c'était blanc mais glauque au possible, en même temps éblouissant, enfin tous les défauts qu'on puisse imaginer. Donc je lui ai dit, et il m'a dit oui, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est qu'il y a des arbres, il y a des patrimoines végétal, il y a des allées arborées le long des immeubles, et puis il y a aussi des grands sujets, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je lui ai dit, donc c'est une cité sensible, effectivement, où bon, il y a tous les trafics qu'on peut imaginer, bon, ça ne se passe pas forcément très simplement, et qu'on risque aussi de se faire caillasser l'installation, parce que voilà, on est dans un territoire, à un moment donné, il existe, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui ai dit, bon, moi je veux bien qu'on fasse quelque chose, mais en préalable, ce que je vous propose, c'est qu'on arrive avec, on fasse un test lumière, en fait, voilà. Avant toute chose, on monte de la lumière, on arrive, et on allume des projecteurs la nuit, et voilà, on bouge la lumière sur ce qu'il y a des arbres, bon, et on voit comment ça se passe, mais on crée cet effet d'appel, parce que la lumière, à un moment donné, c'est aussi elle est autant haïe qu'adulée dans ce genre de situation, j'ai envie de dire. Donc, on crée un appel. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a un installateur qui est arrivé, qui a commencé à mettre une échelle avec des projecteurs sur un support existant. Et puis, c'était le jour, donc l'après-midi. Et puis, il s'est fait interpeller, il s'est fait secouer l'échelle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Caméra vidéo, machin. Bon, donc là, il a fallu négocier. Et bon, ça s'est calmé. Et puis, voilà, il y a eu une acceptation comme quoi, bon, on va voir le soir les tests. Donc, le soir, effectivement, donc là, bon, vous n'avez pas les étapes, mais donc il y a eu un allumage d'un projecteur sur des arbres. Je commence à brancher l'appareil, je bouge le faisceau sur des grands sujets arborés, donc je bouge la lumière. Et puis j'avais des filtres avec moi. Donc je mets un premier filtre devant, comme ça, je change la couleur, sans rien dire. Bon. Et puis je change la couleur, un autre filtre. Et puis petit à petit, un attroupement se passe. Des jeunes qui étaient là, qui regardent. Et puis je dis, le bleu ou le vert? Puis très vite, le bleu, le bleu! Voilà. Tout d'un coup, une réaction par rapport à la couleur, la lumière, et il y a eu une adhésion tout de suite qui s'est faite par rapport à le projet d'éclairage. À partir de là, projecteur, bon, je passe les détails, mais enfin, les projecteurs restaient en place. Il y a eu 3 projecteurs, un sur l'allée et puis 2 autres sur des arbres qui ont resté en place pendant plusieurs semaines. Pour la première fois, il y a des jeunes qui sont venus aux réunions de concertation avec les habitants, qui ont donné leur avis. Bon, ils sont venus ils ne sont pas revenus, mais enfin, ils sont venus une fois pour dire ouais, nous, ça on n'aime pas, et ça on aime. Bon, voilà. On a tenu compte des remarques qui étaient tout à fait pertinentes. Et puis, petit à petit, le projet s'est fait. L'éclairage s'est construit. Il y a eu une adhésion. 7 ans après, moi j'ai questionné le maître d'ouvrage. Il m'a dit oui, ça tient toujours. Il y a toujours une adhésion au projet. Les gens ont adhéré. C'est-à-dire qu'il y a une proportion suffisante de gens qui ont adhéré. Il y en avait toujours qui étaient contre, qui disaient ouais, l'éclairage, il y a trop de lumière, trop de lumière. Bon, mais les autres, il y avait un marais qui s'était déplacé, qui avait adhéré au projet, et c'était fini. Voilà. Et tout ça pour un petit jeu de projecteur, enfin, une présentation initiatique, on va dire, à la lumière. Donc la lumière est un outil de communication fort, et ce que j'appelle la lumière vivante. Souvent on fait des projets, on essaye, bon, d'accord, mais après
le fait d'implanter et de mettre un support et de pérenniser le truc, ça peut être vécu comme une ingérence. Et donc, il y a des démarches, des concepteurs qui travaillent dans ce sens-là, qui demandent l'avis, qui font des tests autant que possible pour découvrir effectivement les envies, les besoins, les réalités des choses. Et on obtient après des résultats qui tiennent. C'est-à-dire que là, c'est la lumière durable, quoi. Voilà, donc là, bon, le projet, globalement, ces arbres arborés le long des bâtiments, ils sont éclairés par un peu en contre-jour. Pour la personne qui vient chez lui, il voit ces arbres éclairés en contre-jour et d'une lumière dorée, orangée, dorée, et qui fait que ça se rapproche de l'éclairage dominant des intérieurs, qui est lui aussi doré, ce qui fait qu'il y a cette sensation d'émanation de la source qui se répercute sur les arbres et qu'on a l'impression, on associe le végétal du coup à l'intérieur. Et que du coup, les gens qui arrivent chez eux, ils se disent, bon, chez moi, c'est effectivement cet immeuble qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est aussi ce végétal. Donc, son espace de vie, la nuit, c'est enrichi du végétal par la lumière. Donc, lumière dorée sur les arbres, lumière blanche dans les allées, et des lumières plus froides. Bon, là, c'est un peu plus bleuté que sur la photo. Lumière froide sur les grands sujets, bleutée aussi, en opposition à la lumière orangée. Et donc, on a cet équilibre, ce contraste de couleurs, mais un bon rendu de couleurs dans les allées. C'est ce qui fait que c'est extrêmement sécurisant. Il y a beaucoup d'espace sombre entre les courées, mais elle n'y est pas la photo. Mais les points, disons, de circulation principaux et le pourtour est suffisamment confortant, suffisamment habité pour que les gens se sentent bien. Et donc j'ai eu un témoignage d'une femme qui m'avait dit que suite à cette installation, avant elle ne sortait plus, et après elle sortait le soir. Voilà. Elle m'a dit clairement, ça m'a changé ma vie, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à faire qui marchent, qui sont par des solutions, mais ce sont des solutions fines, des solutions adaptées. Et il faut que les maîtres d'ouvrage comprennent ça, il faut travailler dans ce sens-là, il faut des opérations pour communiquer là-dessus. Et voilà, c'est le travail de demain, donc au boulot. Je vous remercie pour cette...